Je suis présentement en compagnie de l'auteure Isabelle Nazar-Aga. Bonjour, Madame Nazar-Aga, vous allez bien? Bonjour, je vais très très bien, merci. Vous êtes vous êtes né à Paris, vous avez travaillé pendant longtemps au Québec et là maintenant vous avez un bureau depuis 1990 à Paris, c'est bien le cas? Oui, alors en fait, je ne travaille pas au Québec, je viens comme invitée pour faire des promotions, parler de mes ouvrages, puis aussi faire quelques conférences, séminaires, mais le gros de mon travail, c'est à Paris, mais également une partie à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer aux auditeurs qu'est-ce que vous faites comme travail? Oui, alors je suis paramédicale de formation initiale, mais en même temps, très jeune, j'ai commencé à faire de la thérapie comportementale et cognitive. Et ça m'a permis de comprendre qu'on pouvait avoir des outils extrêmement pratiques et efficaces pour aider les personnes qui, par exemple, ont de l'anxiété sociale ou de la timidité. Donc j'ai commencé à travailler sur toute forme d'anxiété, dont les phobies, phobie d'avion, phobie d'ascenseur, phobie du métro. Et puis au fur et à mesure de ma pratique, j'ai eu tellement de travail que j'ai dû choisir. Et en 2002, j'ai choisi de rester sur une spécialité qui est rare, qui est le groupe d'entraînement à l'affirmation de soi et l'estime de soi. Ce sont des petits groupes de 12 personnes pour des personnes anxieuses, pour demander, pour faire des refus, pour exprimer leurs griefs, pour même argumenter leurs opinions. Et puis même se faire des amis pour les timides, par exemple, ils ont beaucoup de mal. Et puis j'ai une autre spécialité qui m'est venue même avant d'écrire mon premier ouvrage, Les manipulateurs sont parmi nous, qui est d'aider les victimes de manipulateurs. Et vous parlez beaucoup dans vos différents ouvrages de manipulateurs, le dernier qui vient de sortir, Les parents manipulateurs. Oui, alors ça me poursuit. L'anecdote, c'est que normalement, après le premier ouvrage, Les manipulateurs sont parmi nous, je pensais avoir terminé avec ce thème, qui était un scoop en fait, c'était un thème qui n'existait pas, il n'y avait aucun livre sur ce sujet. Et je pensais que ça allait faire sa vie, point, et que je continuais mes occupations professionnelles. Et pas du tout. Ça, 9 ans ou 10 ans ou 15 ans, et là, 17 ans plus tard, d'abord, c'est toujours un best-seller, ça se vend extrêmement bien, mais j'en ai pris mon parti d'avoir une mission d'aide, je vous jure. Et finalement, même si c'est fatigant d'écouter, de comprendre la détresse des personnes, j'ai quand même l'idée que j'ai un pouvoir de les aider et ça se fait. Voilà. Et donc j'ai écrit Les parents manipulateurs, qui est un nouveau livre. C'est-à-dire que c'est pas une redite des 2 autres ouvrages sur le sujet. C'est un livre que j'adore. J'ai mis 2 ans et demi pour le faire, dans tous mes congés, tous mes temps libres, une centaine de témoins. Donc j'ai dû faire un énorme tri pour pouvoir agrémenter mes propos, ce que j'avais besoin de dire dans cet ouvrage, ce thème-là. Au départ, c'était sur la famille, et puis finalement, il y a eu tant de choses à dire sur les mères manipulatrices que je me suis dit, mais j'aurais à peine le temps de faire les pères. Donc j'ai fait les pères manipulateurs. Et finalement, le livre serait trop gros pour la suite. Il y aura peut-être une suite, mais en tout cas, c'est-à-dire pour les belles-sœurs, les frères et sœurs, les enfants manipulateurs, ça, c'est un projet, peut-être dans 10 ans. Mais pour l'instant, il faut que la population soit prête à entendre certaines choses. Et là, je pense qu'en 2014, effectivement, ils peuvent être prêts à entendre ce qui peut se passer quand on a des parents manipulateurs ou un parent. Et ce que je trouve intéressant dans l'ouvrage, c'est que les gens qui ont fait des témoignages ont voulu conserver leur nom. Beaucoup d'entre eux ont voulu conserver leur nom parce qu'ils avaient envie, à mon avis, de transmettre également cet ouvrage à des membres de leur famille ou de leur entourage pour leur signifier, voilà, moi je n'ai pas pu trouver les mots pour t'expliquer le processus, mais quelqu'un l'a fait pour moi et moi, mon nom c'est Françoise. Et je garde mon nom Françoise dans le livre, donc tu retrouveras ça. Par exemple. Donc moi je pense qu'il y a eu cette envie de pouvoir enfin dévoiler une réalité qui est souvent lorsque les portes de la maison sont fermées. Le manipulateur a très souvent un aura, un savoir-être qui est fictif certes, mais qui est généralement apprécié des gens de l'extérieur. Et quand on est fils ou fille de manipulateur, on vit tout à fait autre chose dès que la porte est fermée. Est-ce que c'est souvent lié à la classe sociale?
Alors en fait, ce n'est pas la classe sociale qui va rendre les gens manipulateurs, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de spécifique. Ces manipulateurs-là se débrouillent pour toucher des classes sociales élevées, prestigieuses. Ils vont se débrouiller pour être cadres, gestionnaires donc, directeurs, ou monter leur entreprise, ou ministres. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas des manipulateurs garder l'idée qu'ils vont toute leur vie être boulangers, sûrement pas. Et ce qui est intéressant dans les différents ouvrages sur les manipulateurs, c'est que vous nous présentez 30 points qui décrivent un manipulateur et ça en prend 10 pour être considéré comme... Alors, il y a 17 ans de cela, même 19 ans quand j'ai commencé à écrire, déjà 10 c'était beaucoup. Et puis je me suis aperçue grâce aux différents séminaires que je montais aussi bien au Canada, en France, en Belgique et en Suisse, qu'aucun participant ne venait avec moins de 14 caractéristiques chez leur manipulateur. Donc j'ai augmenté en 2004, lorsqu'on a réédité le livre, j'ai augmenté le chiffre de 14 sur 30. Il faut les accumuler, hein. Et comment, justement, on peut se guérir de ça, d'avoir eu un parent manipulateur ou d'avoir eu un manipulateur dans sa vie amoureuse, dans sa vie personnelle? Moi, je pense déjà que lire un livre comme ça résout 50% du problème. Parce que c'est tellement délicat, difficile pour nommer ce qui se passe. C'est des choses assez sournoises dans les attitudes, le non-verbal, des phrases que l'on trouve aberrantes, bizarres, mais en fait qui sont complètement aberrantes si on prend du recul. Donc j'écris un livre pour pouvoir aider toutes les personnes qui doutent ou qui ne doutent pas maintenant, mais à réaliser qu'elles ont réellement vécu des choses affolantes, anormales. Et donc, à la fin, ou même pendant le livre, on se déculpabilise. On se déculpabilise de quoi ? De ne plus avoir de vrai sentiment d'amour pour ce parent-là. On a attendu tellement de choses positives de leur part, tellement de joie partagée qu'on n'a jamais reçue, une reconnaissance, qu'on a de l'intelligence, qu'on est capable de faire des études, qu'on est capable de réussir sa vie, alors que le parent manipulateur va tout faire de façon parfois subtile pour nous saboter. S'il sent qu'on peut le surpasser, ça peut paraître étrange à des parents normaux, mais le manipulateur va se débrouiller pour que sa fille ou son fils ne fasse pas des études universitaires correctement. Alors comment on fait ça ? On lui donne que $400 par mois, voilà, puis tu vas te débrouiller. Alors que les parents sont riches. Alors si les parents ne sont pas riches, on fait comme on peut, mais s'ils sont riches, pourquoi empêcher, surtout des études universitaires de droit, de médecine, où là, il faut être 100% sur son travail d'université. Et le manipulateur parent va essayer de faire en sorte que sa progéniture ne le surpasse pas. Et ça, c'est un des signes du parent manipulateur. Mais il y en a d'autres, comme par exemple, pour votre anniversaire, ça peut être vos 15 ans ou vos 31 ans, le parent manipulateur va oublier de vous le fêter. Ou bien, si vous avez 15 ans, il va peut-être pas l'oublier tellement vous en parlez d'avance, mais votre cadeau sera minable. Ou le gâteau est minable. Ou on a oublié les bougies, tiens, comme par hasard. Vous revenez avec le papier de votre permis de conduire toute contente et on va vous dire il était temps. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de rabat-joie. En revanche, tout ce qui peut vous créer de l'énergie négative, comme de la tristesse, de l'anxiété, le manipulateur, il se délecte de ça. Quand vous êtes malade, si vous êtes fille unique ou fils unique, vous allez avoir le parent manipulateur, généralement dans ce coup-là la mère, qui va être extrêmement protecteur. Par contre, si vous êtes en plusieurs dans la fratrie, c'est l'inverse qui va se produire. Le parent manipulateur, il va vous élever de manière à être extrêmement autonome. C'est-à-dire qu'à 12 ans, vous savez faire à manger, vous savez même faire des courses, vous habiller tout seul, vous allez à l'école tout seul. C'est un peu trop tôt pour tout faire à ce point tout seul. Donc c'est un moyen subtil encore de ne pas vous donner une bonne protection dans la vie et puis pas vous sentir aimé, par exemple. Un enfant de manipulateur, s'il regarde bien au fond de lui, il a compris très jeune qu'il n'était pas aimé de façon inconditionnelle. Et on peut en douter longtemps si on ne lit pas des ouvrages comme le vôtre. Je pense que ce livre, quand on le lit, on n'en doute plus. Mais effectivement, les témoins en ont douté longtemps, 50 ans. Et enfin, quand ils ont compris ce que c'est qu'un manipulateur, ils réalisent que leurs parents l'est et ils commencent le deuil. Le deuil d'avoir un parent normal.
Ils commencent le deuil de leur attente d'être enfin reconnus comme quelqu'un de bien. Et puis malheureusement, il y a des millions de gens qui ne lisent pas, qui ne s'intéressent pas à la psychologie et qui vont finir très très malheureux en étant même serviles au chevet d'un parent qui a été odieux, détestable et sans amour. Et allez-vous faire des conférences ou des rencontres avec les Québécois? Alors, je vais effectivement proposer une conférence le 17 avril 2014 pour une conférence sur les manipulateurs en général et je répondrai de façon interactive donc aussi à des questions qui va diriger mes propos. Soit on va parler effectivement des parents manipulateurs, soit ça va être sur l'amour, soit sur le travail. En fait, tout est ouvert. Voilà, je suis assez bavarde, donc il y a beaucoup de questions qui viennent et j'adore ça. Donc aider les personnes à bien comprendre et souvent ils font un lien avec leur propre vie. J'aimerais vous demander, avez-vous un coup de cœur littéraire de la dernière année? Alors c'est un coup de cœur littéraire qui peut vous surprendre, ça s'appelle Le cas Édouard, pas Édouard mais Édouard Einstein de Laurent Seksic, S-E-K-S-I-K. C'est un livre, j'ai oublié l'éditeur, qui m'a profondément intéressée parce qu'on rentre, grâce à la plume de l'auteur, dans l'esprit d'un des fils réels d'Einstein qui était schizophrène. Et cette schizophrénie intelligente en plus est magnifique, magnifiquement représentée. Et la façon dont le livre est écrit, c'est qu'on voit les pensées de Einstein, les pensées de son ex-femme, la mère du schizophrène, et les pensées du schizophrène. Et on raconte vraiment une partie de la vie d'Einstein qu'il a toujours voulu cacher, si bien que quand il est arrivé aux États-Unis, il n'est venu qu'avec un seul de ses fils, sur les deux. En fait, même il avait une petite fille, mais qui est morte assez jeune. Et en fait, on a toujours cru qu'il n'avait qu'un seul fils. Donc c'est un peu l'histoire du fils caché qui est resté dans une institution, on va dire à l'époque de fou, mais il était loin d'être fou. C'était juste un schizophrène intelligent et j'ai adoré ce livre. Et qu'est-ce qui se trouve en ce moment sur votre table de chevet? Alors, vous allez être peut-être surprise aussi, mais c'est un livre de Toni McGeer, et c'est une femme, T-O-N-I, qui s'appelle Antoinette McGeer. C'est une histoire vraie, c'est en 2 livres. C'est Ne le dis pas à maman pour le premier tome et Ils ont laissé papa revenir, ou Ils ont laissé revenir papa. C'est un livre de poche assez poignant qui m'a interpellée parce que c'est une fille qui est incestuée depuis l'âge de 6 ans, jusqu'à l'âge de 13 ans, par un père justement pervers de caractère, dont je parle dans le 7e chapitre des parents manipulateurs. Et ça, si on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur et dans l'esprit de ces profils-là, c'est complètement... de toute façon, c'est abject déjà. Mais moi, je trouve que c'est une bonne illustration de ce que je décris dans les parents manipulateurs, mais dans le chapitre pervers. Et ce qui m'interpellait avant de lire ce livre, c'est quelle est l'attitude de cette femme qui s'appelle maman et qui revient, en tout cas qui fait revenir cet homme après 2 ans de prison. C'est-à-dire qu'il a été emprisonné 2 ans au lieu de 4 pour le viol sur mineur et inceste sur sa fille, mais comme on n'a pas dit que c'était sa fille, donc on a dit viol sur mineur. Et ce type est revenu à la maison. Et voilà, ce qui est sur ma table de chevet, c'est ce 2e tome, comment cette fille s'en sort, et je peux vous dire qu'elle s'en sort pour l'instant très très mal, puisqu'elle a justement des états schizophréniques gravissimes, puisque même son père lui dit tu pars de la maison, je veux plus te voir, et la mère laisse faire. Donc c'est une femme qui ne protège aucunement sa fille, ni avant ni après, et elle savait, toutes les mères ne le savent pas, mais elle savait que sa fille était incestuée par son mari. Merci pour cette belle suggestion, ça donne vraiment envie de le lire. Tant mieux, tant mieux. Préparez-vous. Merci beaucoup.